Eh bien, bonjour Thomas, merci d'être ici. Bienvenue chez Vauban. Je suis très heureux de t'accueillir pour cette nouvelle interview. Je sais aussi que nos lecteurs seront très contents de te revoir puisqu'ils nous écrivent souvent pour nous dire qu'ils aiment beaucoup tes interventions et tes commentaires. Donc encore une fois, merci d'avoir fait le déplacement jusque dans nos locaux. Grand plaisir, comme d'habitude. Pour commencer, j'aimerais qu'on pose un petit peu le décor, qu'on sache un peu d'où on vient. On est en train de débuter une nouvelle année. En 2019, il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous donner les 3 choses que tu retiens des marchés en 2019? Bon, je crois que la première est assez facile, c'est Trump et le trade deal. C'est un package global qu'on ne peut pas faire autrement, avec lequel on ne peut pas se dispenser d'avoir. Je pense qu'on a eu un vrai remont de gare avec cette histoire du trade deal durant toute l'année, puisqu'on s'est accroché à ça tout le long. On a eu Trump qui a soufflé le chaud et le froid de la façon dont on le connaît, avec ses tweets en régulier. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été quand même très dynamisant, puisque plus on allait sur la fin de l'année, plus on s'est rendu compte que finalement ce trade deal allait avoir lieu, en tout cas la première phase. Et donc ça a gardé un espèce de suspense jusqu'au bout, mais en même temps, les gens sont très contents que ça puisse se développer et que ça puisse booster l'économie automatiquement, j'ai envie de dire, derrière. La deuxième chose, je pense, j'ai envie de dire, c'est les banques centrales. Donc ça inclut plusieurs choses. D'abord, sans les banques centrales, je ne pense pas que 2019 aurait donné lieu à une performance pareille. Mais on a eu quand même, en toute fin d'année 2018, début 2019, un soutien quasi officiel de la part de Jérôme Powell, le patron de la Fed aux États-Unis, qui a clairement laissé entendre qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir l'économie, donc in extenso les marchés financiers. Et c'est clair que ça nous a beaucoup aidé d'avoir ce sentiment qu'on a. C'est un peu comme si on fait de la grimpe et puis qu'on a quelqu'un qui est derrière pour nous attacher avec un filet pour nous rattraper si on tombe. Donc ça nous a beaucoup soulagé et beaucoup détendu de ce côté-là. Et donc ça a aussi laissé supposer que les taux ne remonteraient pas de sitôt. On a aussi eu en parallèle dans les autres banques centrales, la Banque centrale européenne qui a confirmé son soutien à l'économie, relancé sa forme de quantitative easing, donc également un soutien aux économies européennes. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a aussi beaucoup aidé. Et puis la troisième chose, toujours ce côté extrêmement, on va dire, de côté prédiction, où toute l'année, on s'est attendu à qu'il se passe quelque chose de mauvais. Ça, c'est quelque chose qu'on a un peu l'habitude de voir depuis 3-4 ans, où il y a un négativisme ambiant, où tout le monde se dit oui, bon, ça fait bientôt 11 ans que ça monte, ça ne peut pas durer. Alors avant, ça faisait 10 ans, avant, ça faisait 9 ans, mais on revient toujours avec ces éternelles paroles, ça ne peut pas durer, un jour, ça va continuer à baisser. C'est vrai que c'est une phrase que j'ai entendue toute l'année. Un jour, ça va baisser, moi, je réduis mes positions parce que, comme ça, le jour où ça baisse, je pourrais racheter moins cher. Sauf qu'on termine l'année au plus haut de tous les temps, on a de nouveau tous ces prédicateurs de fin du monde qui se sont encore une fois gourés et qui laissent la place encore à un marché où on va commencer tout de suite une année 2020 avec un feeling, bon maintenant on est beaucoup monté, donc prudence. Donc tu es en train de nous dire en fait on a battu toutes les espérances en 2019, un peu contre toute attente. Et tu parles de ça dans ton dernier dossier de ta publication Morning Bull en parlant du syndrome de Roubini. Je pense que nos lecteurs seront intéressés de savoir alors qui est Roubini, pour être précis, Nouriel Roubini. Et deuxièmement, pourquoi tu vas jusqu'à carrément lui dédier un syndrome? Alors, bon, d'abord, je pense qu'effectivement, on a dépassé toutes les espérances en 2020, en 2019, pardon. Je crois que les prédictions boursières qui avaient été faites début 2019, ils avaient interrogé 20 analystes et je crois que sur 19, ils étaient mais complètement à côté, mais j'entends vraiment beaucoup en dessous de la performance annuelle. Et il y en a un qui était un peu moins mal que les autres, mais personne n'avait anticipé un marché aussi haussier en 2019. Quand je parle de Nouriel Roubini, je dis un syndrome parce que l'appeler le syndrome Roubini, c'est un peu dur pour lui, mais c'est plutôt une manière de fonctionner. Si vous voulez, dans chaque crise qu'on a vécue, moi que j'ai vécu, on va dire, depuis plus de 30 ans, à chaque fois, il y a eu quelqu'un qui était là avant la crise et qui avait prédit cette correction. C'est arrivé en 87, elle s'appelait Elisabeth Garzarelli, sauf erreur. C'est arrivé en l'an 2000. Il y en a eu plusieurs qui ont prédit la fin de la bulle Internet à plusieurs étapes successives. Et puis en 2008-2009, au moment de la crise des subprimes, on a un économiste américain qui s'appelle Nouriel Roubini, qui enseigne, sauf erreur, à l'université de New York, qui enseignait en tout cas à l'époque, qui prédit la crise des subprimes, l'effondrement du marché immobilier américain, la bulle immobilière, la bulle spéculative qui sont autour de tout ça.
en disant que ça ne peut pas durer, que faire de l'argent sur de l'immobilier qui n'existe virtuellement pas n'est pas possible, etc., etc. Coup de bol, il est juste. En 2007, l'effondrement des subprimes, il est juste. Il est juste dans toute la baisse de la crise des subprimes, donc de 2007 jusqu'à l'apothéose de la crise avec la faillite de Lehman Brothers le 15 septembre 2008. En février 2009, on est à 666 sur le S&P 500 par rapport aux 3300 où on est aujourd'hui. Nouriel Roubini vient à la télévision et dit je pense que le S&P va encore plus bas à 333. 666, pour ceux qui sont très fans de trucs ésotériques, vous voyez ce que ça veut dire, mais à ce moment-là, donc on est déjà au plus bas des plus bas, on vient de se prendre 25-30% dans la figure, et Roubini se repointe fort de sa prédiction correcte, et nous dit on va encore s'en prendre une. Depuis le mois de février 2009, il persiste à dire que le marché va finir par baisser, pas besoin de vous faire un dessin, ça fait qu'il vient de se prendre 11 ans de bull market dans la figure, à l'envers. Donc quand je dis le syndrome de Roubini, c'est qu'on a tout le temps, à toutes les époques, à toutes les crises, et même quand il n'y a pas de crise, on a des gens qui viennent faire des prédictions catastrophistes en disant au cas où j'ai raison, je serai une star. Et c'est vrai que M. Roubini a eu raison une fois, et depuis il fait des conférences à 400 000 $ au travers du monde, et c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Donc quand je dis le syndrome Roubini, c'est qu'il y a toujours eu des gens qui ont été extrêmement négatifs, et on valorise beaucoup plus les gens qui ont été extrêmement négatifs et qui ont été juste une seule fois. Je pourrais vous raconter l'histoire d'Elisabeth Garzarelli en son temps, c'était pareil. Donc on est vraiment dans cette thématique-là où on aime bien les gens qui prédisent la fin du monde et qui sont justes. Alors vous avez plein d'autres exemples qui sont moins connus que M. Roubini, qui essayent chaque année de prédire la fin du monde au cas où ça marcherait. Alors quand je dis le syndrome Roubini, c'est qu'on a toujours ce côté où, et je le dis souvent dans mes publications, les gens viennent prédire la fin du monde, 9 fois sur 10, pour ne pas dire plus, ils ont tort, et puis on oublie. On oublie tout le temps ces gens qui sont faux. Et vous avez plein de gens qui sont connus pour les temps de ce qu'on appelle des permabères, donc des gens qui sont très négatifs, qui viennent régulièrement vous dire « Ah, cette fois, ça ira pas plus haut. Ah, cette fois, ça ira pas plus haut. » Mais si moi, je vous dis tous les matins que le marché va baisser ce soir, forcément, un jour, j'aurai raison. Donc simplement, la question, c'est qu'on s'expose en disant certaines choses, et les gens oublient très vite que vous avez eu tort. Si je vous dis tous les matins qu'on va avoir tort, qu'on va baisser, pardon, si un jour le marché se casse la figure, vous retiendrez le jour où j'ai eu raison, mais pas les 985 jours avant où j'ai eu tort. Et en fait, le syndrome Roubini, c'est ça, c'est que tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui vient vous dire une fois un truc juste, et vous pensez qu'il a tout compris sur les marchés boursiers, et que ça devient un demi-dieu de la finance, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors moi, je suis comme toi, je suis un optimiste. Et d'ailleurs, j'ai été vraiment impressionné par l'analyse que tu fais, les prédictions que tu fais pour 2020, qui sont plutôt optimistes. C'est très factuel, il y a beaucoup d'éléments très concrets qui tendraient à dire qu'on irait vers de nouveau une assez belle année en 2020. Pourtant, quand je vois la croissance des marchés en 2019, je me dis, moi, l'optimiste, est-ce que vraiment c'est réaliste d'attendre une très belle année ou même une simplement moyenne année en 2020? Alors, je pense que c'est tout à fait plausible. Je n'ai pas tiré ça au hasard, je n'ai pas joué aux fléchettes, j'ai simplement regardé un petit peu quelle était la tendance des marchés, dans quelle tendance on était sur le fond. Moi, je pense qu'il ne faut jamais aller contre les tendances de fond. Et si on fait des projections dans 12 mois, être à entre 12 et 20% de plus dans 12 mois, ce n'est pas complètement ridicule. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est surtout, d'abord, je suis optimiste parce que fondamentalement, sur le long terme, c'est toujours les boules qui gagnent, on fera ce qu'on veut. C'est clair que de temps en temps, ça baisse, mais sur le long terme, ça monte. Pas besoin d'avoir fait des grandes études, mais si vous prenez un chart sur 60 ans, eh bien, vous verrez que le Dow Jones, il monte. N'importe quel indice monte. Donc, si vous vous basez simplement sur les indices boursiers, ça va monter. Alors, entre deux, il peut y avoir des trous d'air, mais ça montera. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que c'est pas tant le fait d'être hyper positif, mais c'est dans le sens d'être contrariant. Aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, d'abord, je suis très contrariant. Moi, je déteste aller avec la foule. Quand tout le monde me dit il faut aller là-bas, je vous assure que je vais de l'autre côté. Et donc aujourd'hui, quand je lis les prévisions de tous mes compères analystes, grosso modo, vous prenez les prévisions de fin 2018, début 2019, c'est les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut être prudent. On pourrait montrer entre 5% max, mais pas beaucoup plus. Si vraiment on s'emballe, on pourrait aller à 10. Par contre, il y a quand même un risque qu'on perde 5 ou voire 10%. Franchement, je peux aussi le dire comme ça. Hein. Je veux dire, pile ou face. Donc, quelque part, il y a un moment donné, il faut juste prendre une position. Donc, moi, je pars du principe que
le marché est monté en 2019, on ne s'y attendait pas, et maintenant sous prétexte qu'on ne s'attendait pas que ça monte en 2019, ça voudrait que ça ne va pas monter en 2020. Alors je vais partir du principe que vu que tout le monde s'attend que ça baisse, ben moi je pense que ça va continuer à monter. Après, il y a d'autres raisons factuelles. Raison numéro 1, on est dans une année électorale aux États-Unis. Aux États-Unis, depuis plus de 100 ans, à chaque année électorale, le marché est monté. C'est pas moi qui l'invente, c'est comme ça. Il n'y a jamais eu une année électorale négative sur le Dow Jones depuis plus de 100 ans. Donc, première chose, ça ne devrait déjà pas baisser. On va dire c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a eu quelque chose qui ne se produit pas très souvent, mais quand la Fed, la Réserve fédérale américaine, baisse les taux 3 fois de suite de manière consécutive, l'année qui suit, en général, dans le meilleur des cas, prend 30% ou on prend dans le moins bon cas 9%, en moyenne 20%. Donc c'est-à-dire qu'après chaque baisse des taux, 3 baisses de taux consécutives aux États-Unis, le marché monte en moyenne de 20% l'année qui suit. Deuxième preuve comme quoi ça devrait monter. Troisième preuve, ce n'était pas prévu, mais apparemment M. Trump s'est réveillé le 1er janvier avec l'envie de casser la figure à quelqu'un. Il a choisi les Iraniens, il a déclenché un espèce de pic de stress géopolitique. On parle de guerre, on parle de guerre mondiale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques semaines, en fait, il n'y a jamais eu autant d'experts sur l'Iran qui sont arrivés sur le marché, tout le monde est au courant. Et donc on vient nous dire, oui, ben voilà, ça va dégénérer, ça va mal se finir, c'est un stress. Mais une guerre n'a jamais été... Une guerre, c'est toujours positif pour les marchés boursiers. Quasiment tout le temps positif. Historiquement parlant, chaque fois qu'il y a eu une guerre, il y a eu un trou d'air, la peur, le stress, mais derrière, le marché monte. Là aussi, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En moyenne, 16% de hausse après un stress géopolitique militaire. Résultat, quand je vois ça, plus l'économie qui va relativement bien, plus les taux qui sont relativement bas, plus le fait que quelles sont les alternatives d'investissement. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quelle action qui paie un dividende, elle vous paie un dividende de 3,4, 3,5%, vous aurez déjà le double de rendement que sur le 10 ans américain qui est à 1,6%. Et je parle du 10 ans américain, si vous regardez sur le 10 ans européen, vous êtes à 0. Voire en négatif. En Suisse, c'est encore pire. Donc globalement, si vous voulez investir aujourd'hui, et on ne parle que de rendement, pas de performance, il vous suffit d'acheter des titres qui paient des dividendes. Et avec un peu de bol, l'économie va pas trop mal et les titres vont encore monter derrière. Donc pour moi, aller acheter aujourd'hui une obligation, pourquoi je vais aller acheter une obligation Apple qui me paie du 1% aujourd'hui sur une obligation, alors que je peux avoir du titre qui potentiellement peut continuer à monter et me payer aussi un dividende de 1,2%. Il n'y a pas photo. Donc moi, je pense qu'il y a plus d'intérêt à être sur le côté action, encore une fois, cette année. Raison supplémentaire, quand vous regardez l'exposition des gens en moyenne, quand vous discutez avec les investisseurs à droite à gauche, quand vous écoutez les analystes, quand vous écoutez les gérants de portefeuille, ils ont tous une vision extrêmement prudente. Donc ils ont réduit leur exposition au marché des actions. Vous réduisez le marché, votre exposition, vous n'avez rien à vendre. Si le marché baisse, pour pouvoir baisser plus, il faut qu'il y ait des vendeurs. S'il n'y a pas de vendeurs, si vous n'avez rien à vendre, vous ne pouvez rien vendre, le marché ne peut pas baisser. Quand on regarde aussi le niveau d'investissement depuis 2 ans aux États-Unis et en Europe, le nombre d'investisseurs dans des fonds d'investissement a diminué drastiquement. Ça se chiffre en dizaines de milliards qui ont été réduits. Les gens sont sortis. Pourquoi ? Parce qu'on arrive au bout d'un cycle de 12 ans, 10 ou 11 ans de bull market. Les gens ont peur, les gens anticipent, les gens veulent dire « moi j'aurais vendu avant que ça baisse ». Parce qu'on sort aussi d'une génération sacrifiée qui a vécu le subprime et qui ne veut pas se prendre la prochaine claque de 30% dans la figure. Donc les gens se méfient et anticipent. Mais il y a aussi un effet, double effet qui se coule derrière, cette espèce d'effet contrariant où tout d'un coup, les gens n'ont plus rien, mais le marché continue à monter, gentiment, gentiment, gentiment. Et puis tout d'un coup, vous n'avez rien, mais le marché il est 10% plus haut. Et je vous garantis que si au mois de mars, on est à plus 7% sur le S&P et que tout le monde est investi à raison de 10-15% sur les actions, eh bien ça va commencer à courir derrière. Et tout ce qui pourrait nous arriver de pire, c'est une panique à la hausse avant d'avoir cette fameuse correction dont on parlera peut-être plus tard. Mais pour l'instant, il y en a encore un potentiel de hausse. Donc oui, je suis définitivement bullish. Aujourd'hui, je me refuse complètement à aller contre le vent et à aller vouloir vendre les marchés alors que j'ai aucun signe qui me dit qu'il faut vendre. Alors ok, tu m'as convaincu sur les actions américaines. Je rajoute une difficulté supplémentaire en parlant de la bourse française, plus précisément de l'indice principal français qui est le CAC 40. Qui a aussi fait une très belle année, mais qui arrive maintenant à des seuils de résistance technique très importants historiquement, qui se comptent en années. Pourtant, là aussi, tu as plutôt une optique positive. Est-ce que tu peux me donner un peu ton avis sur le CAC 40, la bourse française en général ? Alors,
Moi, j'ai un objectif sur le CAC 40 à 6900 pour la fin, dans les 12 prochains mois. Donc 6900, c'est le plus haut de tous les temps sur le CAC 40 qu'on n'a plus revu depuis 12, 14 ou 15 ans, même avant la crise et ce problème, ça fait erreur. Je reste positif. D'abord, on ne peut pas penser que le marché américain va prendre 20% et Magic le CAC 40 va rien faire. Déjà, c'est comme ça. Malheureusement, les Européens, ils suivent les Américains quoi qu'il arrive. Donc, si les Américains montent, les Européens monteront aussi. Donc, il y a une logique là derrière. Après, derrière, vous avez la structure même du CAC 40 est assez importante parce que de l'extérieur, quand on regarde un petit peu le CAC 40, on se dit oui, mais bon, la France, ils sont en grève, il y a des problèmes politiques, ça va pas l'air de bouger beaucoup, il y a du chômage, et les gens se posent beaucoup de questions. Mais en revanche, quand vous regardez la performance des sociétés qui sont à l'intérieur, d'abord, une grande partie de ces sociétés ne gagnent pas leur argent depuis la France, mais depuis l'étranger. Je prends l'exemple du luxe, par exemple, le Kering ou bien LVMH. Donc il y a un gros soutien de ce côté-là, et on a vu les performances de ces deux-là en 2019. Je rappelle juste qu'en 2019, personne ne voulait au début de l'année acheter du luxe. Résultat, elles sont à plus de 70% sur l'année, sauf erreur de mémoire. Donc c'est juste des performances stratosphériques. Et je pense qu'aujourd'hui, dans cette thématique où les marchés continuent à se développer et que les plus riches sont encore plus riches, ils vont continuer à consommer du luxe. Parce que je rappelle quand même que la personne qui détient 250 millions sur son compte, que le marché perde 10%, ça ne va pas l'empêcher d'aller claquer de l'argent chez Hermès. Donc le luxe sera toujours là. Et la deuxième chose, il y a un gros potentiel qui, à mon sens, est intéressant, c'est qu'il y a une chose qui est en retard sur le CAC 40, un titre en particulier, c'est Total. Total, qui est juste la plus grosse capitalisation boursière française, qui est en retard comme tout le secteur pétrolier, parce que le secteur pétrolier traîne depuis 2-3 ans. Et je ne serais pas étonné que cette année, avec les tensions inhérentes au Moyen-Orient, on ait un retour d'intérêt sur le secteur pétrolier. Et s'il y a un retour d'intérêt sur le secteur pétrolier et que Total remonte, à lui tout seul, il va déjà faire beaucoup de bien au CAC 40. Donc moi, c'est quelque chose qui me plaît bien de ce côté-là en plus. Un autre actif sur lequel tu es optimiste pour 2020 et qui est pourtant quelque chose que tu n'aimes pas beaucoup, c'est l'or. Donc tu as une opinion très positive sur l'or pour 2020. Là aussi, j'aimerais savoir pourquoi et comment tu as pu dépasser tes préjugés. Qu'est-ce qui te fait dire l'or en 2020, ça va partir? Alors moi, en fait, début 2020, j'ai commencé à me nourrir uniquement de toast au Xanax le matin. Donc je mange plus que des antidépresseurs, donc je suis bullish sur à peu près tout aujourd'hui. C'est vrai que j'ai de la peine à être... j'aime pas l'or fondamentalement parce que ça représente qu'une valeur physique d'un bien qui est, ouais, qui est d'un métal. Donc j'ai un peu de peine à apprécier en tant que tel la chose. Le fait est que c'est un actif à plein en termes. L'or est vraiment un actif important aujourd'hui. On en a besoin, les gens l'utilisent comme asset class tout simplement. Et aujourd'hui, l'or monte. Alors d'habitude, on dit toujours que quand les marchés montent, l'or baisse parce que les gens en veulent plus, ils veulent plus de risques, mais ils ont moins besoin de sécurité. Et quand on a les marchés qui baissent, les gens veulent plus de sécurité, donc ils achètent l'or et ils laissent tomber les actions. Et aujourd'hui, on a l'or qui remonte à toute vitesse. Et c'est vrai que quand on regarde purement techniquement, le graphique de l'or est juste fantastique. Et moi, je pense que d'ici la fin de l'année, avant la fin de l'année, on sera à 1850 sur l'or. Et je pense que dans les 3 ans, on va voir 2400 $ sur l'or, clair et net. Je n'aime pas ça, mais simplement la réflexion derrière aujourd'hui, c'est même plus le fait que c'est un actif qui est utilisé comme valeur refuge, c'est que les gens se sont désinvestis, les gens ont réduit le risque, les gens se sont mis cash. Aujourd'hui, vous avez un marché equity action qui est au plus haut de tous les temps, et vous vous dites, maintenant, je ne vais pas aller courir derrière le marché action parce que j'ai vendu avant pour me protéger. Qu'est-ce que je pourrais acheter? L'obligataire, ça ne rapporte rien. Je vais prendre de l'or parce qu'au cas où, j'aurais au moins mis un peu d'argent là-dedans. Et au cas où ça tourne mal, l'or, il va continuer de monter. Après, c'est l'effet offre et demande. Il y a tellement de demandes aujourd'hui sur l'or que l'or est en train de partir à la hausse. Les Chinois sont hyper friands d'or en ce moment. Les gens ont besoin de se rassurer avec une partie de leurs assets. On dit toujours que si tout s'effondre, comme on entend beaucoup parler, le seul truc qui survivra, c'est l'or. Donc voilà, il y a un peu cet effet de fonctionnement. Après, je dois dire que si on prend l'effet, moi je suis très analyste technique, comme vous le savez, si je prends simplement l'aspect technique de l'or, ce qu'il est en train de faire, c'est juste fantastique. Voilà. Donc je ne peux pas dire non, je n'aime pas l'or, donc je ne vais pas en acheter. Aujourd'hui, j'achèterai des actions américaines, européennes, chinoises, j'achèterai du pétrole, j'achèterai de l'or. Je pense qu'on est dans un move où il y a tout qui est en train de démarrer. Peut-être parce qu'on va rentrer dans cette zone euphorique que j'attends depuis longtemps et qui marquera certainement la fin de ce bull market à ce moment-là. Mais ça, on aura le temps d'en reparler. Et comment on reconnaîtra ce moment euphorique? Est-ce qu'il y a un signe qui te permet de l'identifier? Oui, il y a plein de signes, mais on dit toujours, dans le milieu boursier, on dit que le jour où le chauffeur de taxi
où le coiffeur vous recommande d'acheter des actions, c'est qu'on est arrivé au bout du rouleau. Et c'est vrai que ça arrive souvent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un ancien boursier qui s'appelle Monsieur Templeton, Sir Templeton, qui disait qu'effectivement les bull market terminent leur vie dans l'euphorie. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une euphorie de marché. Et une euphorie de marché se détermine déjà quand les gens achètent n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe quel argument. Rien que dans nos métiers, quand les gens viennent acheter, quand vous avez déjà acheté du Nestlé, de l'Apple, du Coca, du Total, du LVMH, des titres classiques, et que vous commencez à aller chercher les petites boîtes qui valent plus rien parce que vous pensez qu'elles vont doubler. En l'an 2000, on n'avait qu'un argument, c'était tout ce qui va à 10 va à 100, tout ce qui va à 100 va à 1000 sur les actions. Et on fonctionnait comme ça. Donc on a vraiment ce côté où on devient, excusez-moi du terme, mais débile, et puis on achète tout et n'importe quoi. Et ça se ressent si on arrive à se mettre un peu en retrait en se disant non, attends, il y a un truc qui joue pas. Et quand vous avez tout d'un coup le garçon de café qui vous. J'ai rien contre les garçons de café ou les coiffeurs, hein, ne vous me prenez pas, mais qui vient vous dire ouais, t'as acheté quoi aujourd'hui? Là, il y a un truc qui joue pas. En l'an 2000, je dis, il y a le journal local à Genève qui s'appelle La Tribune de Genève. Ils ne parlent jamais de bourse, jamais d'investissement. Et en l'an 2000, à la fin du mouvement de la bulle Internet, en mars 2000, ils écrivent un cahier spécial qui s'appelle Comment investir dans la technologie. Le lendemain, je crois que le marché perd 25%. Donc, ces signaux-là sont des signes d'euphorie, d'ultra confiance. Quand tout d'un coup vous avez... Aujourd'hui, on a un stress, on discute avec les gens, les banquiers, les professionnels, ils sont inquiets, ils ont peur, ils sont prudents. Quand tous ces gens-là, ils sont retournés à la veste et puis ils sont en train de courir derrière en disant oui, les actions c'est génial, ça ne s'arrête plus jamais de monter, là on aura une bulle quelque part. Mais à mon avis, c'est encore un peu trop tôt. Tu as mentionné tout à l'heure le pétrole. En disant que tu étais aussi optimiste dessus. Décidément, tu es à la hauteur de ta réputation. Donc, tu penses que les prix du pétrole qui sont actuellement aussi relativement élevés, il y a pas mal d'analystes justement qui pensent que ça va au moins descendre un petit peu. Ton avis, c'est que ça pourrait être pris à contre-pied et qu'on pourrait avoir de nouveau une poussée de fièvre sur les prix du pétrole. Alors, le pétrole, il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà le facteur politico-économique, on l'a vu avec la crise qui nous occupe en ce moment avec l'Iran. Dès que vous avez une explosion, un tir de missile ou un drone qui intervient en Iran ou dans la région du Moyen-Orient, vous avez le pétrole qui prend facilement 10%. Ça, c'est la première chose. Donc aujourd'hui, on est en plein dedans. Peut-être ça va se terminer dans 15 jours, peut-être ça va durer encore jusqu'au mois d'avril, mais en tout cas, il y a quand même des tensions au Moyen-Orient. Donc ça, c'est la première chose. C'est difficile d'avoir un pétrole qui baisse quand vous avez des tensions politico-économiques de cette manière-là. La deuxième chose, c'est qu'on a vu d'abord une prudence énorme au niveau du pétrole durant toute l'année, où les gens, là aussi, étaient très prudents, parce qu'on a beaucoup baissé, mais franchement, l'économie ne va pas si bien, et puis les gens ne consomment plus. Puis vous avez ce vieil adage qui dit, oui, mais les gens, ils vont tous acheter des voitures électriques, donc ils ne feront plus jamais le plein d'essence, enfin bref, des aberrations comme ça. Mais du coup, le pétrole était un petit peu en deçà. Et puis on a vu, il y a une attaque de drone au mois de septembre sur des infrastructures en Arabie Saoudite, le pétrole a explosé, il s'est redégonflé, et puis on a eu Aramco, donc la division pétrolière des Saoudiens qui s'est cotée en bourse, et eux, ils avaient besoin d'avoir un pétrole à un prix correct pour pouvoir aussi mettre leur IPO sur le marché. Donc quand les Saoudiens décident que le pétrole doit monter, le pétrole monte, plus ou moins. C'est ce qui s'est passé. Il y aura encore 2 tranches d'Aramco qui vont arriver dans ces prochains temps à la bourse, probablement une à Hong Kong et probablement une autre aux États-Unis ou à Singapour. Donc il y aura encore des cotations boursières, donc ils veulent continuer à émettre du papier sur le marché, donc ils vont devoir soutenir le pétrole. Raison supplémentaire, au-dessus de 65 $, on dit que les Russes aiment beaucoup, parce que leur pétrole est cher à extraire, mais au-dessus de 65 $, ils commencent à gagner de l'argent, donc ça les arrange aussi. Donc pour eux, aucun intérêt à que ça baisse. Et puis Trump a intérêt à avoir un pétrole ni trop haut ni trop bas, j'ai envie de dire. D'abord parce que un pétrole trop bas, ça met en difficulté toute la partie nord-américaine qui fait du gaz de schiste, donc toutes les extractions pétrolières à coup de fracking, comme on appelle là-bas. Si le pétrole n'est pas assez cher, il est invendable, il est beaucoup trop cher à extraire, donc tout le monde est au chômage, et c'est tous les gens qui votent Trump. Donc lui, il a intérêt avec ces gens-là avec du boulot pour pouvoir être élu l'année prochaine. Donc du coup, il va continuer à probablement tenir le pétrole au-dessus d'un certain niveau. Ça, c'est une de mes convictions. Il ne le laissera pas aller non plus trop haut. Parce qu'à partir de 75-80, on va parler d'inflation sur les marchés américains. Un pétrole trop haut pourrait être inflationniste, donc pourrait générer une hausse des taux. Et ça, on ne veut pas. Donc on va rester dans un range. 75-80 me paraît le haut du range. Et puis le bas du range, pour moi, c'est 55-60. Donc je pense qu'on va rester dans ce range-là et continuer à monter progressivement.
Ce qui me fait assez rigoler, c'est qu'il y a quelques années en arrière, si vous vous souvenez, le pétrole était monté à 145 $. Et à cette époque-là, imaginer que le pétrole puisse redescendre à 60, c'était complètement impossible, ça n'arriverait jamais. Ça s'est produit, même beaucoup plus bas. Quand on était à 20 $ il y a quelques années en arrière, il n'allait plus jamais remonter au-dessus de 25. Donc c'est toujours de nouveau des choses extrêmement contrariantes. Donc moi, je me fais une volonté extrême, et typiquement en 2020, d'être complètement à l'inverse de tout le monde. C'est-à-dire que je vais être super bullish sur les marchés financiers, je vais être super bullish sur le pétrole parce que les gens sont beaucoup trop prudents, et je vais être super bullish sur l'or parce que les gens ne s'attendent pas que je sois bullish sur l'or. Donc je vais être contrariant en général sur tout, parce que je pense qu'au bout d'un moment, on a encore des potentiels de hausse sur le pétrole, on a encore des potentiels de hausse sur les marchés actions, et donc si je dois être le dernier à y croire encore, eh ben je serai ce dernier à y croire encore. Par rapport au pétrole, si je suis un particulier français qui veut investir dans le CAC 40, que je fais 1+1 en écoutant Thomas Veillet, je me dis qu'investir dans Total, c'est peut-être pas la pire idée pour 2020. Absolument. Quoi qu'il en soit, c'est pas la pire. Même si Total ne fait rien, je crois qu'elle paye un dividende de 5,8 ou de 6,2%. Quand vous voyez le 10 ans européen, ce qui vous rémunère en euros de l'autre côté, je crois que la photo, elle est prise, quoi. Donc je crois qu'aujourd'hui, tu as prouvé que tu étais fidèle à ta réputation de Morning Bull, et je partage en grande partie ta vision. Cependant, je pense que c'est bien de savoir garder l'esprit critique, et on sait que tout peut arriver sur les marchés. Avec ton expérience, tu le sais mieux que personne. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner en 2020? Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis? Où est-ce que tu vois du risque? Alors les grands courants, les grandes inquiétudes vont tourner. Que va-t-il se passer pour Trump? Il a quand même une procédure de destitution qui est en marche. Il ne va pas être destitué a priori, mais une destitution, dans le pire des cas, si elle se produisait, pourrait être à court terme prise négativement, mais à mon avis, l'impact serait quand même minimum. Ça pourrait être une déception pour les marchés qui ne soient pas réélus au mois de novembre, mais ça c'est plutôt pour la fin de l'année. Je pense que si aujourd'hui on avait quelqu'un d'autre qui passait à la présidence, ce serait une déception, parce que mine de rien, Trump a fait beaucoup pour l'économie libérale, j'ai envie de dire, donc il a vraiment poussé les marchés à la hausse. Mais ce n'est pas les plus gros risques. Les plus gros risques, à mon avis, ce serait une récession qu'on n'a pas vu venir. Aujourd'hui, on l'a prédit depuis longtemps, mais je veux dire, une récession violente, je dirais une récession surprise, ça pourrait être pénible. Une intervention injustifiée de hausse des taux de la part de la Fed, mais ça, je ne vois pas vraiment comment ça pourrait se produire. Pour moi, il y a, mis à part ce qu'on appelle un choc exogène, donc quelque chose qu'on n'a pas prévu, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait réellement empêcher les marchés de continuer à fonctionner relativement bien. Et quand je dis choc exogène, ce n'est pas des tirs de missiles pour assassiner un général iranien dont personne ne connaissait le nom il y a encore 4 jours en arrière. C'est plutôt, je prends souvent l'exemple de la faille de Sant'Andrea qui céderait enfin, entre guillemets, pas que je le souhaite, mais je veux dire, on sait que c'est une possibilité en Californie, et que vous avez 1,50 m de flotte à Las Vegas, et du coup, toute la Silicon Valley est sous l'eau, ça pourrait être un problème pour les marchés boursiers. Ce genre de choses. Mais là, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, j'ai peine à croire que le trade deal ne se fasse pas. J'ai peine à croire que Kim Jong-un décide de péter les plombs officiellement et d'attaquer les États-Unis à coups de missiles nucléaires, parce qu'il nous a déjà fait le coup, et puis j'ai un peu l'impression que c'est le clown que plus personne ne croit vraiment. Donc je vois vraiment peu de choses vraiment catastrophiques aujourd'hui. Et c'est là le problème, c'est qu'on s'attend à des corrections, mais finalement on est en manque d'arguments pour dire « ouais, c'est pour ça que ça va baisser ». Et aujourd'hui, les gens sont un peu perdus, et moi je ne vois pas vraiment de gros dangers, en tout cas pas cette année. L'année prochaine, on verra. Il y a peut-être un truc qui me dérange, c'est le repo aux États-Unis, donc le système interbancaire. On voit qu'il y a des problèmes de liquidité. Et les problèmes de liquidité sont aujourd'hui colmatés par la Fed qui injecte des milliards régulièrement pour continuer à garder certaines liquidités sur le taux repo. C'est inquiétant parce qu'ils balancent des milliards comme vous jetteriez des pièces de 3 cents. Donc c'est quand même un tout petit peu inquiétant de ce côté-là. On a de la peine à mesurer les conséquences. On ne comprend pas toujours très bien ce qui se passe. C'est un peu un QE, enfin un quantitative easing déguisé qui nous permet de soutenir le marché. Donc ça, c'est peut-être un petit truc inquiétant. Une des raisons pour le manque de liquidité, c'est qu'aujourd'hui, trop de réglementation tue la réglementation. Depuis 2007-2008, on a tellement voulu que les banques deviennent ultra réglementées,
avec des capitaux pour se baquer dans tous les sens, pour se protéger dans tous les sens, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont tellement de capitaux qui sont immobilisés pour ne rien faire, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus mettre cet argent à disposition finalement pour que l'économie et les taux repo fonctionnent interbancaires, même entre elles. Donc ça, c'est un problème. Et je pense que ça pourrait être une surprise, c'est que le taux repo est in extenso par ce délire de réglementation dans lequel on est, parce qu'on est en train d'arriver à un niveau dans le milieu financier où la réglementation, il y a plus de compliance officers et de spécialistes de la réglementation que de gérants de fortune aujourd'hui. Et ça, c'est peut-être en train, peut-être à un moment donné, de gripper le système. Mais franchement, ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui et je suis assez serein. Je suis ultra bullish, c'est clair. Mais je ne suis pas non plus complètement stupide, c'est-à-dire que quand je regarde les tendances des marchés, il y a une des règles premières qu'on vous apprend en finance, c'est ne jamais aller contre le vent, ne jamais aller contre la tendance. Aujourd'hui, on a des tendances établies, c'est pas besoin d'avoir fait 15 ans d'analyse technique pour comprendre. On est dans une tendance haussière. Moi, j'irai contre la tendance haussière quand elle sera cassée, pas quand on est en train de continuer à monter. Je préfère perdre 5% parce que j'ai raté le retournement et vendre à partir de ce moment-là, plutôt que vouloir absolument vendre au top et puis chaque fois me retrouver à devoir courir derrière parce que le marché prend 5 ou 10% de plus. J'en connais plein des comme ça et je ne serai pas celui-là. Thomas Veillet, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Merci beaucoup. C'est un plaisir.